Bien, bonjour à toutes et tous. En ma qualité de vice-présidente Culture, Sciences et Société de l'Université de Lyon, donc je vous souhaite la bienvenue pour cette journée éthique de la recherche, intégrité scientifique et responsabilité sociale. Je remercie très chaleureusement nos intervenants et intervenantes pour leur participation aux conférences et tables rondes, pour leur contribution à notre réflexion à travers leur expertise, leur expérience, leur regard. Je remercie bien sûr ceux qui sont venus en voisins ou en voisines d'établissements lyonnais, stéphanois ou encore grenoblois, mais aussi ceux qui sont venus de plus loin, de Toulouse, de Strasbourg, de Liège et parfois de très loin, de Shanghai. C'est un honneur pour nous de vous accueillir et c'est surtout une chance de pouvoir compter sur votre apport à ce chantier en construction à l'Université de Lyon, car là est bien l'objectif de ces journées, nous aider à progresser, à avancer dans cette réflexion sur l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Comme je l'indiquais hier, alors certains vont avoir le sentiment qu'il y a des redites, mais il ne peut en être autrement, car je tiens ici à revenir sur un certain nombre de points qui me semblent importants de souligner. Le positionnement de l'éthique de la recherche dans la direction culture, sciences et société de l'Université de Lyon peut surprendre. C'est sans doute en partie le fait d'un concours de circonstances, qu'on ne peut pas nier, mais c'est aussi un choix. C'est là en effet, dans le cadre de cette direction culture, sciences et société, que la réflexion sur l'éthique de la recherche a toute sa place, nous semble-t-il. C'est là qu'elle trouve pleinement à s'épanouir. Notre choix a été non pas celui d'une conception réductrice, ramenant exclusivement les pratiques de recherche à leur logique ou à leur légitimité interne, mais celui d'une interrogation plus large, faisant de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique une question de société. Les activités sciences et sociétés d'UDL sont entièrement tournées vers le développement des échanges, des interactions entre la recherche et les acteurs sociaux. C'est le développement de la culture scientifique, la diffusion des savoirs, la médiation, et nous y attachons un intérêt tout particulier, les sciences participatives. Il s'agit donc d'ancrer les sciences dans la société, et cela implique aussi une réflexion de fond sur nos pratiques scientifiques, sur les protocoles d'enquête, sur le rapport à nos objets d'étude, sur les normes scientifiques, sur les normes sociales qui les entourent, sur les enjeux sociaux de nos travaux, de leur restitution aussi. C'est donc sous le signe de cette ouverture, de cette réflexion d'ensemble, de ces exigences fortes, que nous avons voulu placer notre travail sur l'éthique de la recherche, l'intégrité scientifique et la responsabilité sociale de la recherche, des chercheurs, évidemment. Ce sont donc là les éléments qui donnent tout leur sens à l'inscription de ces problématiques dans le périmètre sciences et société de l'Université de Lyon. Et les thématiques que vous avez déjà commencé à aborder hier pour ceux qui ont participé à cette première journée, mais ce matin aussi pour vous toutes et vous tous, ces problématiques montrent bien cet ancrage, ces préoccupations qui caractérise notre réflexion sur l'éthique de la recherche. Je remercie à nouveau, comme je l'ai fait hier, mais je remercie à nouveau Sarah, qui en plus m'a cédé cette fois-ci sa place, je suis un petit peu embarrassée, Sarah Carvalho qui porte ce travail, cette réflexion collective, ces exigences aussi, avec détermination au sein de l'Université de Lyon, qui fait ce travail qui consiste à réunir autour de la table les différentes disciplines de nos différents établissements avec des préoccupations, des questionnements, des enjeux qui peuvent être assez variés et je pense qu'elle porte avec force et dynamisme ce travail collectif. Je remercie également Florence Pélaine, directrice du service Culture, Sciences et Société, qui porte et qui accompagne aussi ces initiatives.
Et avant de conclure et de vous laisser travailler enfin, je voudrais aussi dire que je me réjouis de l'association des doctorantes et des doctorants à cette initiative, à ces journées d'études et plus généralement aux réflexions que nous menons à l'Université de Lyon sur ces enjeux d'éthique de la recherche. Peut-être sont-ils et sont-elles, ces doctorants et doctorantes, plus sensibles que leurs aînés à ces problématiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les attentes et les exigences à leur égard seront plus fortes qu'elles ne l'ont été auparavant, et qu'il est nécessaire de se saisir de ces questions, de ces problématiques, de ces enjeux, qu'il est nécessaire de s'en saisir plutôt que de se les voir imposer ou de les subir, et sans doute faut-il prendre cette nouvelle donne aussi comme une opportunité. Je vous souhaite donc, pour terminer, des travaux fructueux, des échanges, des discussions, des tables rondes qui nous permettront à toutes et tous d'avancer sur ces questions. Et je vous remercie évidemment de contribuer par là même à cette dynamique que nous essayons de mettre en place, d'impulser sur l'éthique de la recherche à l'Université de Lyon. Merci beaucoup à vous. Pour cette table ronde, on voudrait vraiment partir des doctorants, des attentes qui ont été formulées au niveau européen à travers la charte européenne des doctorants, enfin des chercheurs, et donc qui va concerner de façon très forte les doctorants, et d'essayer de réfléchir à la fois cette politique qui est mise en place, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national ou au niveau des universités, où on essaye de dégager les grandes lignes qui seront celles de la science de demain, et donc dans cette dimension européenne. Donc je vais présenter tout d'abord les intervenants de la table ronde, et puis ensuite on commencera par un très bref exposé pour laisser vraiment de la place aux discussions, et on attend que vraiment les doctorants puissent prendre la parole à la fois sur leur manière d'envisager leur recherche, éventuellement leurs inquiétudes et aussi leurs questions. Alors pour cette table ronde, donc, qui concerne les dynamiques de la recherche et des métiers de la recherche au niveau européen et national, autour de la table ronde, nous avons Isabelle Halleux, qui est administratrice de la recherche à l'Université de Liège, Jean-François Mornex, qui est pneumologue et qui est à l'Université Claude Bernard Lyon 1, et qui a été à l'initiative et qui est le président du comité de déontologie de Lyon 1, Olivier Garot, qui est professeur à l'université Jean Monnet et qui enseigne l'éthique aussi bien à Paris qu'à Saint-Étienne, et qui met en place la formation doctorale de Saint-Étienne sur les questions d'éthique de la recherche. Pascal Intermeyer, qui est sociologue à l'université de Strasbourg et qui est là encore responsable de la formation doctorale en éthique de la recherche, et qui, à travers des directions de laboratoire, des directions d'école doctorale, s'est beaucoup attaché aussi à la formation des jeunes chercheurs. Et Stéphanie Ruffy, que vous avez entendu ce matin, donc, qui est professeure de philosophie à l'université de Grenoble-Alpes, c'est ça ? Grenoble-Alpes, et qui exerce aussi des fonctions de VP sur l'interdisciplinarité et de référent intégrité scientifique. Je vais peut-être commencer par demander, tiens, parmi vous dans l'Assemblée, qui a déjà entendu parler de la Charte européenne du chercheur? Levez la main, bien haut. Vous voyez que c'est à peu près 8% de l'Assemblée. Ça veut dire qu'il y a peu de doctorants, et ça veut dire que 90% des gens n'en ont pas entendu parler. Pourtant, c'est un document qui est excessivement important pour les chercheurs, mais aussi pour les institutions, et auquel la plupart des institutions, si vous voulez, ont adhéré, ou plutôt ont reconnu les principes
et ont fait les principes qui y sont décrits. D'accord ? Ça veut dire aussi, quelque part, que depuis 12 ans, ce texte est en circulation. Depuis 12 ans, on demande aux institutions de prévoir des plans d'action pour pouvoir justement aller vers l'implémentation de ces principes-là, et qu'il est indispensable, pour le faire, d'avoir une concertation avec les chercheurs. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être qu'on ne vous a pas sollicité, ou bien c'est simplement que vous n'y avez pas été attentif. Moi-même, dans mon université, je peux dire qu'une grande partie des chercheurs, évidemment, y sont attentifs, mais d'autres n'y sont pas attentifs non plus. Donc je vais un petit peu vous présenter ça très très rapidement et vous dire un petit peu ce qu'est cette charte. Cette charte, c'est un cadre, un document qui présente en 40 principes ce qu'est le métier de chercheur et la manière dont les institutions, de la même manière que les individus ou que les bailleurs de fonds, peuvent faire en sorte que les chercheurs puissent exercer leur métier de la meilleure manière possible. C'est-à-dire en ayant des bonnes conditions de travail, ça c'est la responsabilité de l'employeur, en exerçant leurs droits et leurs devoirs en tant qu'individu dans un métier qui est un métier dont on peut reconnaître et dont on peut codifier un certain nombre de choses, et des bailleurs de fonds, bien entendu, de vérifier que tout ça se fait de manière aussi correcte et, oserais-je dire, éthique. Alors, pour vous en donner, je vais vous donner lecture, je ne serai pas longue, ce ne sera pas trop embêtant, j'espère, mais voilà les quelques premiers principes qui sont la dizaine de premiers principes inscrits dans la charte et qui concernent spécifiquement le chercheur. Donc, je vais vous faire l'économie de ce qui concerne les employeurs, sauf de rappeler que les employeurs sont ceux qui doivent mettre en œuvre ces principes-là pour tout le monde. Le premier principe, c'est la liberté de recherche. Ouf! Le premier principe pour un chercheur, c'est d'avoir la liberté de chercher. Les chercheurs devraient centrer leurs travaux sur le bien de l'humanité et l'extension des frontières de la connaissance scientifique, tout en jouissant de la liberté de pensée et d'expression, ainsi que de la liberté de déterminer les méthodes qui permettent la résolution des problèmes selon les pratiques et principes éthiques qui sont reconnus. Voilà déjà que l'éthique sort à la 5e ligne. C'est un texte qui fait quand même une 40aine de pages. Principe éthique, principe numéro 2. Les chercheurs doivent adhérer, et c'est doivent, c'est pas devraient, doivent adhérer aux pratiques éthiques reconnues et aux principes éthiques fondamentaux de mise dans leur discipline, ainsi qu'aux normes éthiques étayées par les différents codes nationaux, sectoriels et institutionnels. Ma question est, les connaissez-vous ? Et c'est toujours ma question au doctorant. Troisième principe, responsabilité professionnelle. Les chercheurs s'efforcent pleinement d'assurer que leurs travaux de recherche sont utiles à la société et ne reproduisent pas des recherches effectuées ailleurs. Ils évitent tout type de plagiat et respectent le principe de la propriété intellectuelle et de la propriété conjointe des données en cas de recherche collaborative. Les chercheurs veillent à ce qu'en cas de délégation d'un quelconque aspect du travail, le délégataire ait la compétence requise. 4. Attitude professionnelle. Les chercheurs devraient avoir pris connaissance des objectifs stratégiques régissant leur environnement de recherche. On est là dans des questions d'éthique probablement beaucoup plus générales. Principe sur la responsabilité. Les chercheurs devraient être conscients du fait qu'ils sont responsables envers leurs employeurs, les bailleurs de fonds ou les autres organismes connexes. Ils sont responsables pour des motifs d'avantage éthique également envers la société dans son ensemble. Donc vous voyez que chacun des principes, même le suivant, c'est sur les bonnes pratiques de la recherche, respecter toute la confidentialité, la diffusion des résultats, l'engagement vis-à-vis de la société, et on en parlera tout à l'heure de ce qui peut être la recherche participative, etc., la relation, etc. Donc vous voyez que dès le départ, dans le métier chercheur, qu'on l'envisage sous quelque aspect que ce soit en termes professionnels, arrive presque immédiatement le mot éthique dans les différents sens qu'on peut leur donner. Et je ne veux pas être puriste de la définition des mots, mais autant sur l'intégrité scientifique, sur la transparence, sur les bonnes pratiques, sur la manière de bien exercer son métier.
Donc ceci, ce sont vraiment les fondements et ce sont les standards, entre guillemets, qui ont été faits avec les politiques, avec des scientifiques, avec des personnes différentes évidemment, pour, si vous voulez, être votés, présentés au niveau de la Commission européenne. Et aujourd'hui, ça en respecte les standards, à tel point que dans les projets de recherche Horizon 2020, l'article 32 prévoit que si vous ne faites pas le nécessaire pour implémenter ceci, vous ne pourrez plus disposer des budgets européens. On en est là. Dans le FP9, ça deviendra une condition d'entrée. Dans l'horizon 2020, aujourd'hui, c'est une condition pour pouvoir prétendre à la dernière tranche de financement. Donc il y a une grosse responsabilité des institutions, mais il y a aussi une grosse responsabilité des chercheurs, bien entendu, puisque l'institution doit travailler sur des plans d'action en partenariat avec les chercheurs, parce que ça n'a pas de sens de mettre en place des actions dans son institution qui ne font pas sens pour le personnel avec qui on travaille. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu concrètement, à partir de l'exemple d'un établissement, enfin d'une commune, quelles ont été les actions mises en œuvre du côté institutionnel et, résultat, les implications des chercheurs de cette université. Donc, je passe la parole à Stéphanie Ruffy. Suite à ces choses au niveau européen, il y a eu assez récemment le rapport Corvol, dont vous avez dû parler hier, qui se traduit par un certain nombre de propositions. Et une de ces propositions était que chaque établissement se dote de ce qui est appelé un référent intégrité scientifique. Donc à l'Université Grenoble-Alpes, c'est moi à titre provisoire qui dure un peu, puisqu'on ne peut pas être dans l'équipe présidentielle en même temps référent intégrité scientifique, donc ça va changer. Alors le souci qu'on a, avant de parler de ce que j'ai pu faire en tant que référent intégrité scientifique, le souci qu'on a à Grenoble, donc c'est une université qui a fusionné il y a 1 an et demi, donc on est une grosse université, pluridisciplinaire aujourd'hui, et donc le souci quand il s'agit d'intégrité scientifique, c'est que le responsable s'entoure de correspondants dans les différents grands secteurs disciplinaires, puisqu'on peut parfois être très loin d'un secteur disciplinaire, des problèmes concrets en matière d'éthique tels qu'ils se manifestent dans d'autres secteurs disciplinaires. Donc un souci que l'on a dans l'Université Grenoble-Alpes, c'est de travailler en coordination entre les grands secteurs disciplinaires. Ce que je peux dire au bout d'à peu près plus d'1 an de cette fonction, c'est que c'est un grand soulagement pour les gens qui malheureusement sont impliqués dans des problèmes d'intégrité scientifique. Ça va de problèmes de vol de données, propriété intellectuelle, plagiat, problèmes d'ordre d'auteur, tous ces problèmes dont on a entendu parler. Donc c'est un soulagement de pouvoir appeler ou écrire à quelqu'un qui est identifié, qui n'est ni les services juridiques, ni la présidence en direct, mais quelqu'un qui est là justement pour écouter et voir ce qui s'est passé dans le laboratoire. Donc là, de ce point de vue-là, cette expérience est positive dans la mesure où c'est un soulagement pour les gens. Ce sont souvent des affaires qui peuvent être très difficiles à vivre sur le plan psychologique, intellectuel et affectif. Donc avoir un interlocuteur identifié comme tel, c'est quelque chose, je crois, qui est tout à fait souhaitable. Ce qui est aussi bien avec ces référents intégrité scientifique, c'est qu'il y a un réseau de référents intégrité scientifique et donc on peut mettre en commun nos expériences. On peut mettre en commun les procédures qui ont été mises en œuvre avec succès dans d'autres établissements et en bénéficier quand on est face à des cas similaires dans son propre établissement. Donc ça, c'est aussi un point positif de ce qui a découlé du rapport Corvol. Ce qu'on essaye aussi de faire à l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, c'est de former ou en tout cas sensibiliser les directeurs de laboratoire qui sont souvent en première ligne dans ces affaires-là, mais qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément l'expérience ou qui ne sont peut-être pas forcément armés d'un point de vue juridique pour savoir comment réagir, à qui s'adresser, quoi faire. Donc là, on met en place ces actions de formation, sensibilisation aux directeurs d'unité, spécifiquement aux directeurs de laboratoire. Ce qu'on essaye aussi de faire cette fois au niveau de la commune, puisque nous avons aussi une commune, on a eu l'IDEX il y a 1 an et demi, et l'obtention aussi notamment de l'IDEX veut dire que au niveau d'un établissement ou au niveau d'un site, un certain nombre de millions sont à dépenser chaque année de façon interne au site. Et là, ça a soulevé et ça soulève des problèmes de déontologie qui peut-être n'existaient pas auparavant, où il y avait moins d'autonomie sur des sommes moins importantes de distribution au niveau d'un site, d'un budget. Puisque les procédures de distribution
les budgets sont donc décidés localement et c'est mis en place, c'est en train de se mettre en place un comité de déontologie qui reprend les missions traditionnelles des comités de déontologie, mais qui va ajouter ce souci pour la communauté grenobloise que tout le monde puisse adhérer et reconnaître la légitimité et les bonnes procédures de dépenses, pour dire les choses trivialement, des dépenses de l'argent de l'INEX. Puisque ça peut être des sujets qui deviennent très vite sensibles au niveau d'un site ou d'une communauté. Autre type d'action, mais ça c'est propre à tous les établissements, à la rentrée on aura aussi la mise en place d'une formation doctorale, donc pour un volume d'environ 15 heures. Alors peut-être une particularité, je ne sais pas si c'est une particularité, c'est qu'il y aura bien sûr des modules sur l'intégrité scientifique, ce qu'est le plagiat, les vols de données, etc. Mais on a tenu aussi à Grenoble à intégrer cette réflexion sur l'intégrité scientifique dans une réflexion plus large sur la responsabilité sociétale des chercheurs. Donc il y aura aussi dans cette formation, pas seulement des choses très concrètes sur ne pas voler les données de son camarade de thèse ou des choses comme ça, mais il y aura aussi une formation plus on va dire, plus peut-être, non pas plus théorique, parce qu'il y a aussi des ateliers pratiques sur comment se positionner en tant que chercheur face aux attentes sociétales, parfois contradictoires ou parfois qu'on ne comprend pas forcément bien, donc essayer d'armer un petit peu les doctorants sur cet aspect-là et pas seulement sur l'aspect strictement intégrité scientifique. Et puis peut-être une dernière action assez concrète qu'on fait aussi, enfin qu'on est en train de mettre en place, tout ça est au début, c'est aussi des actions de sensibilisation à cette notion européenne qui est au cœur du programme H2020 de RRI, de Responsible Research and Innovation, de sensibiliser à la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation de l'Université tout le personnel qui est en appui au montage de projets, tous les ingénieurs appuient au montage de projets, pour les sensibiliser à cet aspect, à cette demande, effectivement, ça vient d'être rappelé, de plus en plus pressante des bailleurs de fonds, que ce soit au niveau européen, mais bientôt aussi au niveau national, et d'accompagner le chercheur dans cette dimension du montage de projet. Et les ingénieurs qui aident au montage de projet ne sont pas eux non plus forcément très armés pour répondre à ce type de demande. Donc on essaye de mettre cela en place. Et ce qu'on va faire aussi à la rentrée, on y tient beaucoup, c'est aussi une mise en débat, cette fois plutôt dans le monde académique, c'est plutôt, parmi les chercheurs, une mise en débat dans les communautés scientifiques elles-mêmes de cette notion de RRI, de sorte à ce que ce ne soit pas vécu simplement comme une injonction de Bruxelles ou une injonction, une nouvelle lubie de je ne sais quel organisme qui serait imposée aux chercheurs et qui viendrait limiter sa liberté, etc. Donc pour avoir plusieurs reprises animé des débats sur ces questions, autant la notion d'intégrité scientifique est assez consensuelle, il n'est pas bien de voler les données, de plagier, tout le monde voit pourquoi il ne faut pas le faire, et c'est un intérêt commun du monde de la recherche. Par contre, la notion de science, d'innovation et de science responsable est beaucoup moins consensuelle parmi les acteurs de la recherche, parmi les chercheurs. Et donc il me semble aussi tout à fait intéressant et important pour un établissement de mettre en débat, mais ce qui est fait très largement ici, mais de mettre en débat avec les chercheurs eux-mêmes le bien fondé, si bien fondé il y a, de ces attentes à la fois de nos bailleurs de fonds et puis du reste de la société. Voilà. Merci. Alors je voudrais juste souligner qu'on a le même malaise vis-à-vis des RRI ou de la responsabilité sociale. Alors on a mis responsabilité sociale parce que ça rentrait mieux dans l'acronyme être, mais bon, c'est pas un argument décisif. Effectivement, responsabilité sociale, c'est un modèle plutôt issu de l'entreprise, avec des normes, etc., qui est pas sûr, il n'est pas sûr qu'il soit pertinent pour une université avec une mission de service public. RRI, c'est effectivement le slogan, enfin ou en tout cas la manière de s'exprimer au niveau européen. Il n'est pas sûr que ce soit non plus complètement pertinent pour ce que nous souhaitons faire. En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de débattre, c'est un petit peu ce qui a été abordé ce matin sur les mots. Je pense que c'est bien qu'on soit mis d'accord sur l'intégrité scientifique. Je pense que sur ce qui relève de l'éthique et de la responsabilité, je pense qu'il y a beaucoup de débats sur les concepts et c'est important de comprendre qu'en tant que chercheur dans toutes les disciplines, il n'y a pas de monopole sur le débat des concepts, c'est important de se rendre compte que c'est aussi à nous d'être force de proposition et en tout cas d'arriver à se mettre d'accord de façon relativement claire entre nous sur ce que nous voulons porter
comme responsabilité et comme valeur au niveau de nos pratiques de recherche. Alors, je vais juste laisser la parole maintenant à Jean-François Mornex, qui est donc président du comité de déontologie scientifique à Lyon 1, Claude Bernard. Donc comme ça, on aura un petit peu de profondeur historique, hein, parce que là, ce qu'on voit, c'est que les choses se sont mises en place de façon assez rapide hein, sur ces questions d'éthique et d'intégrité scientifique. On va voir quand même qu'il y a eu des initiatives qui sont là depuis longtemps, qui demandent aussi à être réactualisées dans un contexte qui bouge. Après, je pense qu'on prendra vos questions et que Olivier Garot et Pascal Untermeyer pourront rebondir à partir de vos questions. Bonjour. Effectivement, le comité de déontologie de l'université Claude Bernard date de 2000, donc ça fait un petit moment qu'on s'intéresse à ces questions, à la fois sur le volet éthique et sur le volet intégrité scientifique. Je pense que pour ce qui est du débat de cet après-midi, le décor est bien planté, c'est rudement compliqué, puisqu'on aborde des aspects qui relèvent de nature totalement différente, la réflexion éthique, la responsabilité sociale, peut-être responsabilité sociétale, c'est peut-être encore différent, la RRI, celle-là, je l'avais ratée. L'intégrité, il y a la charte que vous avez rappelée tout à l'heure, madame, est tout à fait intéressante, parce que ça veut dire qu'il existe un texte, que ce texte introduit des notions de réflexion qui sont consubstantielles à toute activité de recherche, en particulier la réflexion épistémologique, vous le mentionnez, c'est-à-dire que quand on aborde une recherche, on peut être très créatif en ignorant totalement ce qui s'est passé avant, mais le principal risque, c'est de refaire des choses et de redécouvrir la roue. Donc, savoir ce qui s'est passé avant est utile. La réflexion éthique est aussi indispensable. À quelle échelle doit-elle être menée? C'est ce que vous abordiez. Certainement à l'échelle du chercheur lui-même, même le chercheur débutant, encore plus le chercheur débutant, encore plus certainement à l'échelle de l'équipe de travail, et probablement à l'échelle d'un établissement. La notion de responsabilité sociale est complexe. C'est des sujets que nous avons abordés au comité de déontologie de l'Université Lyon 1. Je vais donner deux courts exemples, si vous me le permettez. Le premier, nous sommes interrogés sur le caractère, ensuite vous mettez le mot que vous voulez, légitime, éthique, décent, peu importe le mot, de conduire une recherche sur l'armement. Est-ce bien, est-ce pas bien, on fait pas. Nous avons débattu toute une après-midi sur cet aimable sujet. L'autre, en termes de responsabilité sociétale, portait sur la légitimité qu'il y avait à ce qu'un établissement comme Lyon 1 dépose des brevets sur des substances naturelles issues de produits de pays en voie de développement. Est-ce qu'on avait le droit? Est-ce qu'on n'avait pas le droit? Comment on pouvait rendre? Voici des sujets qui ont été abordés à l'échelle de l'établissement. La réflexion éthique, la réflexion épistémologique, la réflexion de responsabilité sociale est à mon sens indispensable à toute activité de recherche. Les aspects d'intégrité qui sont un peu en dehors de l'éthique, mais qui sont indispensables dans la recherche, posent plutôt l'enjeu pour un établissement, quelle que soit sa taille d'ailleurs, de l'acculturation. Pour des raisons mystérieuses, les chercheurs considèrent que l'intégrité scientifique est bien entendu admise par tout le monde, que tous les aspects de l'intégrité scientifique sont parfaitement maîtrisés par tout chercheur, à tout stade de sa carrière, et qu'il est parfaitement inutile d'en administrer le moindre renseignement à quelque moment que ce soit. Après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes, et on dit c'est parce que les gens ne se sont pas bien comportés, mais peut-être qu'ils n'avaient pas tous les codes et toutes les clés. Et il est indispensable, il a toujours été indispensable, mais on ne l'a pas beaucoup fait en France, de former les chercheurs en cours de formation aux notions d'intégrité scientifique. Les documents dont on dispose ont beaucoup évolué, parti de « il ne faut pas faire », on en est plutôt à « il faut faire », ce qui est beaucoup plus pédagogique à mon sens. Et l'enjeu immédiat, on l'a bien vécu dans la tentative d'introduction dans les établissements de la démarche qualité. Ce n'est pas la formation des plus jeunes, ce n'est pas obligatoirement la formation des ingénieurs et des techniciens, c'est la formation des chercheurs les plus avancés dans la carrière. Pour la qualité, la réponse était « mais de toutes les façons, je fais une recherche de qualité ». Et pour l'intégrité, la réponse est « mais de toutes les façons, je suis intègre ». Donc à partir de là, le débat est clos et la formation n'est pas possible. Et
le rôle de rôle modèle du chercheur vis-à-vis des plus jeunes est souvent peu discuté sur l'aspect d'intégrité. Il y a quelques réflexions à ce stade de la discussion, mais effectivement, les réactions de la salle sont intéressantes. Merci. Justement, ce que vient de dire Jean-François Mornex me permet de repréciser un ou deux points que j'avais envie de partager avec vous. C'est qu'il me semble maintenant qu'on a beaucoup parlé de l'éthique de façon presque incantatoire. Hein. Je vais dire, j'ai presque cette image de chamanisme, en fait, en parlant, c'est bien obligatoire, il faut absolument en mettre. Et en fait, je crois qu'il est vraiment temps maintenant de passer de cette éthique incantatoire, il faut, à l'éthique transactionnelle. Comment on va dérouler ça dans la vraie vie? Alors, il y a peut-être un point, le passage de l'anglais ethics au français éthique est peut-être un faux ami, c'est-à-dire que les anglo-saxons, me semble-t-il, mettent dans ethics en anglais tant des aspects que nous allons voir comme étant peut-être un peu plus de l'éthique philosophique, mais pas beaucoup. Ils y mettent surtout l'intégrité scientifique et la déontologie. En revanche, en français, on a bien séparé les trois, et ça a un avantage, c'est que ça redonne sa place à l'intégrité scientifique en tant que projet, à la déontologie en tant que projet également, comme ça vient de nous être dit. L'éthique à l'américaine, c'est plutôt ce que nous connaissons sous des appellations de bonne conduite, de bonne pratique en laboratoire. Donc, avec ces notions que vient de rappeler Jean-François Mornex de qualité et, j'allais dire, de traçabilité, auxquelles nous sommes bien habitués. L'inconvénient, c'est que ça nous a fait perdre un peu de vue les aspects très réflectifs de la philosophie, de la réflexion sur l'essence même de l'éthique. Et quand on va aller, l'exemple qui nous a été donné par exemple, faut-il breveter des molécules issues d'espèces en disparition ou de pays en voie de développement, mais par exemple, il peut s'agir même en termes de recherche humaine. Quand on va faire une recherche pour des applications très médicales dans un pays africain, par exemple, comme ça peut être le cas, comment va-t-on gérer l'information dans un village, le recueil de consentement? Tout ça ne va pas passer du tout par les mêmes canaux. On voit bien que dans un village, c'est le chef du village et son accord suffit. Et très souvent, son accord est acheté en fonction d'un puits ou d'un moulin ou de machine à coudre. Je vous donne des exemples vécus, d'un poste électrique ou d'un poste de santé, tout simplement. Le recueil de l'information, elle va se faire dans une langue vernaculaire qui n'est pas écrite. Donc, on n'a pas de traçabilité. On ne sait pas quelle est l'exactitude de la traduction. Elle n'a pas les mêmes mots. Les mots n'ont pas les mêmes sens, les mêmes valeurs. Donc, ça nous pose un vrai problème, vous voyez. Et ce que je voulais dire par là, c'est que nous allons l'aborder de façon assez différente selon nos propres cultures. Nous allons avoir une culture latine de l'aborder, il y aura une culture anglo-saxonne, américaine de l'aborder. Certains pays d'imprégnation musulmane, plutôt que les nôtres qui sont plus d'imprégnation chrétienne, vont l'aborder également de façon différente quand ils sont eux-mêmes. Tout ça fait que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que l'éthique, c'est important, parce qu'il faut qu'on aille réfléchir derrière tout ça. Il n'y a pas que la bonne pratique. Et voilà, c'était les points que j'avais envie de préciser. Peut-être que ça suscitera quelques questions ou des commentaires. Sylvie Alouche, philosophe des sciences de l'Université catholique de Lyon. C'était une question pour Stéphanie Ruffi au sujet des référents intégrité, c'est ça? Comment vous envisagez comment il est envisagé en fait de les nommer, ces personnes? Voilà. Je pense qu'il y a un vrai problème, comme l'a manifesté l'ignorance assez générale du texte dont parlait Madame. Il y a un problème d'inclusion en fait des chercheurs dans ces problématiques. Et donc peut-être que la façon de nommer ce référent, ça peut jouer aussi dans la façon dont les gens se sentent concernés par cette problématique.
c'est vrai que je crois que les établissements sont libres, mais peut-être on peut me corriger, sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la procédure de désignation d'un référent intégrité scientifique. Donc on n'est pas très novateur à Grenoble, c'est-à-dire qu'en gros c'est l'équipe présidentielle qui va solliciter, donc pour prendre ma suite, qui va solliciter quelqu'un. Alors l'idée générale c'est quand même de prendre quelqu'un qui est le plus libre possible au regard de l'équipe présidentielle ou au regard de personnes qui peuvent être influentes sur un site. Et donc, ça peut tourner vers plutôt des personnes en fin de carrière qui ne sont donc pas dépendantes de qui que ce soit pour les avis qu'elles pourraient rendre quand il y a un problème. Mais de ce point de vue-là, on n'a pas à Grenoble de procédure très novatrice. Mais effectivement, on n'avait pas pensé au fait que ça peut être une façon de sensibiliser une communauté beaucoup plus large à ces questions-là, que effectivement de donner un écho plus grand à ces procédures de choix, ou de faire effectivement peut-être un appel à candidature ou quelque chose comme ça qui permettrait de donner d'emblée une plus grande visibilité à la fois à la fonction et puis aux problématiques qui sont associées. Mais j'avoue que là, à l'UGA, on n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité, et c'est passé par l'équipe présidentielle. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais moi j'avais pensé peut-être qu'il faudrait que ce soit une personne, qu'on pourrait en tout cas examiner la possibilité que la personne soit élue en fait, par ses pairs, et que ça pourrait peut-être lui donner une légitimité sur la question de l'intégrité scientifique. C'est une procédure à prendre, à réfléchir, je dirais prudemment, à réfléchir les procédures électives ayant parfois de certains effets que nous connaissons dans nos communautés. Mais merci pour la suggestion. Je ne sais pas si la législation chez vous donne une mission spécifique au référent. Si le référent doit être une personne qui est une personne, je veux dire, de communication, de bon contact, qui peut être à l'écoute et un petit peu ramener des problèmes ailleurs, ce n'est pas le même profil que si c'est une personne qui doit donner un avis, ou bien qui peut déjà, si vous voulez, travailler sur le fond de la question. À l'université, chez nous, on a des doctorants qui sont impliqués même à tous les organes de concertation, et donc ça ne nous poserait pas de problème d'avoir un doctorant comme référent. Par contre, pour faire comprendre qu'il puisse faire ou avoir une action vis-à-vis d'un doyen qui a un problème d'intégrité scientifique dénoncé par un de ses collègues, je pense que là, il ne peut plus intervenir. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des structures qui sont des structures différentes, dans lesquelles on peut agir à différents niveaux. Et chez nous, à Liège, par exemple, on a des personnes de contact, même du côté de l'administration, qui, en fonction de la manière dont vous sentez les choses, peuvent être du service des affaires juridiques, plutôt du côté du service social, parce que parfois les questions, on ne sait pas très bien identifier effectivement si c'est de la déontologie ou si c'est un problème d'intégrité, je veux dire, ou de problème d'attitude professionnelle. Et puis alors vous avez aussi des personnes qui sont en charge des doctorants dans des administrations spécifiques. Donc je veux dire, ces personnes qui sont de première alerte ne sont pas les mêmes, évidemment, que celles à qui on va confier un dossier, ou en tout cas la possibilité d'enquêter, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas d'écouter ou de creuser un petit peu avant de ramener effectivement des problèmes dans des commissions spécifiques. La façon dont ça a été conçu, en tout cas à Grenoble, c'est que en fait, c'est l'interlocuteur identifié comme tel pour l'ensemble de la communauté, doctorants et chercheurs. Donc il faut effectivement que ce soit une personne qui ne soit pas sensible aux pressions, de quelles que soient ces pressions. Il faut aussi, et c'est une personne qui d'emblée va travailler en étroite collaboration avec les services juridiques. Mais c'est la personne qui, dans un premier temps, a un rôle de médiateur, en quelque sorte, donc ça demande effectivement des qualités d'écoute et des qualités psychologiques, et beaucoup de cas s'arrêtent très vite, en fait, et puis des cas plus durs sur le fond, le responsable d'intégrité scientifique met en place une procédure ad hoc d'enquête. Bon, ça peut être une enquête administrative, il est arrivé de devoir faire ça à Grenoble, ou d'autres types de processus d'enquête, à la demande de la présidence, en vue éventuellement d'une saisine de la commission disciplinaire. Mais en tout cas, c'est le locuteur, c'est la personne qui centralise l'enquête avec l'aide de différents services juridiques, parfois les services sociaux, etc. Mais ça n'a pas trop mal fonctionné, mais à voir. Juste médiateur, mais en un sens, disons,
pas vraiment de, voilà, oui, pas pardon, de oui, c'est médiation vrai. en fait, parce Donc, que récepteur, il y a plutôt. aussi de la médiation dans certaines universités, par exemple dans des universités étrangères, il y a vraiment un médiateur. Par exemple en Allemagne, il y a l'ombudsman qui a vraiment un rôle particulier qui n'est pas celui du référent intégrité scientifique. Donc c'est vrai qu'il y a une prolifération comme ça de rôles d'instance, donc il y a aussi toute une difficulté à savoir tout ce qui est inventé quotidiennement dans les institutions, et puis d'hétérogénéité sur les titres et les fonctions, et parfois d'intersection. C'est vrai que Jean-François Mornex, pareil, il parlait de la qualité. La qualité, ça a été quelque chose de très important à une époque. Les gens se sont dotés de services qualité, etc. Bon, maintenant, c'est l'intégrité. On parlait tout ce matin d'effets de mode. C'est vrai qu'il existe aussi ces effets de mode dans les enjeux, disons, plus de gouvernance des institutions de la recherche. Effectivement, la désignation du référent intégrité est quelque chose de très délicat, d'autant plus que, comme vous le mentionniez, madame, en France, il existe une réglementation riche concernant des éléments, des événements, des affaires qui peuvent rentrer sous le terme d'intégrité scientifique dans la littérature américaine. On a beaucoup plus de lois en France. Donc il faut déjà savoir si le manquement à l'intégrité ne serait pas géré par un effet légal, auquel cas il n'y a plus de référent intégrité scientifique, c'est effectivement les services juridiques, voire directement le procureur de la République pour ce qui est des événements de harcèlement. Le harcèlement sexuel ou harcèlement au travail est un très bon exemple. C'est une entrave à l'intégrité scientifique pour les anglo-saxons, c'est un manquement à la loi pour les Français, donc il n'y a pas d'histoire d'intégrité scientifique. Par ailleurs, la recherche sur l'animal et la recherche sur l'homme sont particulièrement encadrées en France, et il y a des tas de discussions d'intégrité scientifique aux États-Unis d'Amérique qui sont réglées en France par le cadre juridique. L'autre problème que les établissements rencontrent aujourd'hui, à ma connaissance, c'est qu'il leur faut désigner un autre truc qui est un déontologue, qui est encore une autre affaire, qui fait encore quelque chose de complètement différent, pour lequel, comme pour l'intégrité scientifique, la désignation du responsable est d'une certaine délicatesse, parce que pour l'intégrité scientifique, il ne va pas falloir que l'établissement désigne quelqu'un qui est bien connu pour le fait qu'il a trafiqué tous ses articles, par exemple. C'est pas le moment. C'est comme pour la politique. Là. Pour le déontologue, il ne va pas nommer comme déontologue la personne qui est bien connue comme ayant fait des affaires plus ou moins tendancieuses avec des entreprises malveillantes ou des choses comme ça. Donc les établissements actuellement ont des difficultés. En plus, ce sont des travaux ingrats parfois. Donc il n'y a pas course pour la nomination. Juste pour vous rappeler, la loi sur la déontologie des fonctionnaires, elle date d'avril 2016. Le rapport Corvol de juin 2016. Donc ce que vous voyez, c'est que c'est des choses qui sont récentes, qui se mettent en place dans les universités françaises, effectivement dans un contexte d'autonomie des universités. Et donc chacun essaye de trouver la meilleure configuration. Ce qu'on peut saluer quand même, c'est un effort de concertation nationale qui a été quand même pensé par la mission Corvol, donc à travers un réseau des référents intégrité scientifique, et qui aborde aussi ces questions de déontologie, même si elles sont distinctes. Donc il y a quand même un effort d'essayer d'arriver à y voir une position relativement cohérente en France, dans un paysage institutionnel très découpé entre les universités, les grands organismes de recherche qui ont une histoire beaucoup plus ancienne sur ces questions de déontologie, de responsabilité, d'intégrité scientifique. Si on pense à l'INSERM, c'est des choses qui sont mises en place dans les années 90, pareil au CNRS. Donc c'est vrai qu'il y a un certain éparpillement au niveau de la France, mais on essaye vraiment de reconverger aujourd'hui vers quelque chose qui soit plus cohérent et aussi plus lisible de l'extérieur. Je veux juste rajouter un point j'aimerais bien qu'on n'aille pas dans le domaine de l'intégrité scientifique, de la déontologie et de l'éthique sur ce qui nous est arrivé en qualité. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la qualité, c'était un projet d'établissement extrêmement mobilisateur. On a vécu les certifications ISO d'établissement, etc. Et puis progressivement, dans un certain nombre de domaines, inspection et donc délit pénal, délit civil se sont superposés aux normes et la qualité est rentrée dans la loi pratiquement.
avec les punitions qui vont derrière. Et donc, je pense qu'en matière d'intégrité scientifique et de déontologie, ce serait dommage de passer de l'autre côté, parce que sinon on va trouver des voies de contournement, surtout quand on est latin, et je pense pas que ça arrange le bazar. Donc je crois qu'il faut vraiment garder l'aspect sciences humaines et sociales à cette démarche que nous avons, qui est une démarche vertueuse, et ne pas la précipiter dans sa face sombre, vicieuse, qui est embusquée derrière, je pense. Je voudrais revenir sur ces Bélène, Culture, Sciences et Société à l'UDL, sur ces histoires de référents. Parce qu'on voit de plus en plus émerger des référents développement durable, développement des référents égalité des chances, développement application de la parité. Comment justement ce référent intégrité, éthique peut travailler avec ces personnes, ou comment articuler tous ces référents qui parfois n'ont pas beaucoup de pouvoir en plus? En matière de pouvoir, c'est le président ou la présidente de l'université qui a le pouvoir, on le sait, en particulier dans ces questions de saisie de commissions disciplinaires, etc. Donc les choses sont claires du point de vue de qui a le pouvoir. Effectif. D'accord. Pour ce qui est des autres référents, alors il n'y a pas de raison de travailler en particulier avec d'autres référents, sauf si effectivement la nature du problème dans un laboratoire renvoie, par exemple, à des problèmes de harcèlement. Mais encore une fois, les problèmes de harcèlement sortent de la mission du référent intégrité scientifique. Donc le mot est on voit pourquoi c'est le même mot, parce que c'est une personne à qui on peut s'adresser quand un chercheur, un doctorant de l'établissement a quelque chose à dire dans ce registre-là. Mais il y a vraiment une spécificité du référent intégrité scientifique qui est là pour donner un avis, procéder à une enquête et donner un avis argumenté à la présidence pour la suite à donner effective au problème, c'est-à-dire saisine de la commission disciplinaire ou autre. Donc là, les missions sont assez... tout était d'ailleurs dans le rapport Corvol ou la suite. Les choses sont assez claires, assez cadrées sur ce que doit faire le référent intégrité scientifique. Après, libre aux établissements de le mettre en œuvre, un seul référent ou 2 ou 3 référents selon les secteurs disciplinaires, etc. Mais de ce point de vue-là, la mission, il me semble, est assez bien définie. Juste peut-être ce que veut dire Florence, c'est qu'il y a quand même une prolifération de ces référents qui servent parfois un petit peu d'affichage. Et c'est aussi ce que disait Olivier, c'est qu'il faut que ce soit traduit concrètement. C'est vrai que si on voit les questions de développement durable dans les universités, qui est une injonction et une recommandation de la CPU, concrètement, bon, effectivement, on trie plus notre papier qu'avant, mais je ne pense pas qu'on ait eu vraiment des actions en termes de développement durable très très fortes. Bon, donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre l'affichage et la réalité, et je pense que en fait, ça n'a de sens que si effectivement il y a des enseignants-chercheurs, mais pas forcément que les enseignants-chercheurs, hein, ça peut être les ingénieurs de recherche, ça peut être les personnels, ça peut être les doctorants, qui se mobilisent et qui essayent de faire exister ces réalités-là. Disons qu'il y a des opportunités, et c'est aussi à nous de les transformer en une réalité, en un processus de gouvernance de la recherche dans nos institutions. J'ajouterais juste que pour le cas du référent intégrité scientifique, là, c'est vraiment pas seulement, en tout cas de l'expérience que j'ai pu avoir à Grenoble, c'est malheureusement, si je veux dire, c'est vraiment pas seulement quelque chose d'affichage, parce qu'il y a des cas, il y a eu quelques cas, évidemment, quelques cas très durs, et il y a encore, j'ai à traiter quelques cas très durs humainement, très durs pour le laboratoire, très durs. Donc là, on est vraiment dans le concret et pas du tout dans une procédure d'affichage. D'ailleurs, c'est pas tellement affiché encore. Hein. Je crois que peu de gens sont au courant de ça. Et il y a, enfin, comme on le sait, dans chaque établissement, des affaires qui peuvent être très, 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 très délicates et très dures d'un point de vue humain. Et un référent intégrité scientifique ne peut que aider à parfois dédramatiser, dépassionner, mettre à distance les gens les uns des autres. Merci Didier Villette, INRA Toulouse. C'est une question peut-être plus générale. On peut imaginer que la mise en concurrence féroce pour les financements actuellement, voire même l'incitation forte que reçoivent les chercheurs de valoriser leurs résultats, enfin on peut imaginer que ça puisse avoir un impact sur les conduites, sur l'intégrité scientifique. Donc on peut l'imaginer, mais ma question c'est, est-ce que c'est documenté en fait, cette éventuelle liaison? Donc, et si oui, bien évidemment, si on veut s'emparer de l'intégrité scientifique,
il faut traiter peut-être aussi en amont les choses. Oui, il faut arrêter de publier. Alors, Il suffit d'arrêter de publier, il y aura nettement moins de problèmes d'intégrité, mais c'est pas tendance. Hein. ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des documents, par exemple, je lisais récemment un article de Mark Rosenzweig, je crois, qui date déjà de 1985, qui était un peu l'équivalent de la présidence CPU américain, mais qui montrait déjà qu'il y avait des conflits d'intérêts extrêmement forts, parce qu'il y avait des intérêts privés de la recherche. Donc il prenait l'exemple de Monsanto et il montrait comment est-ce que la juridiction américaine avait transformé les conditions de partenariat entre le privé et le public, réfléchi sur la justification qu'un chercheur puisse éventuellement être soit conseiller, soit expert, soit même lancer des startups. On se souvient qu'en France, il y a eu aussi des aides pour créer des startups dans les champs d'innovation scientifique au sein de l'université ou des organismes de recherche. Et donc, ces conflits d'intérêts ont été pointés, je pense, à partir des années 80. Aujourd'hui, par exemple, plus proche de nous, je pense aux travaux de Michael Sandel, qui est un philosophe américain sur les questions de justice et d'éthique. Et son dernier livre, c'est sur les conflits de valeurs, justement, et qui montre qu'il y a des tensions très fortes entre des logiques industrielles qui, encore une fois, ont leur légitimité, et des logiques scientifiques qui ont aussi leurs propres valeurs. Et la question, c'est est-ce qu'on arrive à faire exister ces valeurs encore aujourd'hui ? Il y a beaucoup de travaux anglo-saxons qui parlent d'une second enclosure, c'est-à-dire sur tout ce qui est logique de brevetage autour des nanotechnologies, et c'est un champ qui s'est beaucoup développé dans la nanoéthique, sur de quel droit est-ce qu'on brevette des découvertes qui sont faites dans le cadre de recherches qui sont financées par le public, par des chercheurs publics, et qui en fait dans les fruits de la recherche vont être privatisés, que ce soit par des institutions de la recherche ou que ce soit par des industries. Et ça, donc, c'est une réflexion qui s'ancre alors, dans l'histoire anglaise, parce que ça fait référence à ce qui s'est passé au XVIIe siècle sur la privatisation du sol. Une réflexion qui se posait à l'époque, c'était de quel droit est-ce que les colons sont propriétaires du sol américain ? Bon, parce que voilà, ils font comme s'il n'y avait personne de propriétaire avant et ils disent qu'ils sont propriétaires. C'est des réflexions qui ont eu encore lieu au moment du programme Hugo sur les brevetages faits, les brevets déposés à partir de. Enfin, on voulait déposer des brevets à partir de séquençage de génomes qui étaient les génomes des personnes. Donc, en fait, en France, je ne sais pas trop si ce débat existe de façon forte. Peut-être que Stéphanie pourra compléter. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans le monde américain et anglais, il y a vraiment une réflexion sur ces questions-là, des critiques extrêmement fortes et qui ont l'intérêt de montrer que ce n'est pas un problème nouveau, en fait. C'est un problème déjà qui date des années 80, et en fait c'est un problème plus ancien où la répartition entre le privé et le public et entre ce qu'on s'en donne comme bien commun ou intérêt général doit être débattue et en tout cas affirmée de façon claire. On admet tous que la pression de publication et la pression d'accès à des financements est l'un des moteurs principaux des déviances, en sachant que dans les grands cas de déviance, il y a quelques personnes qui étaient visiblement pas en possession de tous leurs éléments critiques dans leur comportement. Mais on admet ça. Je ne pense pas qu'il y ait de démonstration claire d'études scientifiques démontrant cela. Je ne sais pas quelle méthodologie il faudrait adopter pour arriver à montrer cela. Par ailleurs, Sarah a tout à fait raison, les entraves à l'intégrité, les conduites inappropriées dans le domaine de la recherche, elles ont dû commencer avec la notion et la conscience de recherche. Et l'histoire avec les poids, là, on n'est pas sûr que c'était bien tout fait comme il faut, et qu'il paraît que ça tombe bien pile des histoires du moine, là, et que ça tombe peut-être un peu trop pile, donc on ne sait pas comment il a fait son truc. Mais c'est une mauvaise accusation pour un monsieur célèbre. Et les grandes fraudes datent d'une époque où la pression de publication existait, elle a toujours existé,
Peut-être pas au niveau auquel on est maintenant. Il y avait déjà des grandes fraudes, il y avait déjà des petites fraudes. Donc c'est pas sûr que ce soit démontré. C'est généralement admis. C'est volontiers mis en avant par le fraudeur lorsqu'il finit par concevoir que effectivement ce qu'il affiche comme résultat n'est pas strictement ce qu'il avait annoncé, ce qu'il avait trouvé. Il se retranche derrière le fait qu'il était pressé. Pour les contrats de recherche, une fraude qui est souvent induite par ça, c'est le mauvais comportement, c'est vrai pour les articles aussi, le mauvais comportement dans le reviewing, qu'il s'agisse du freinage d'articles, de la discussion stérile ou de l'appropriation d'idées. Ça fait partie de nombreuses choses, donc comme les uns et les autres, j'ai été victime dans lesquelles il y a tout le temps dans le reviewing d'un article pour récupérer les données et en faire un autre ailleurs qui ressemble, même si ce n'est pas une copie, mais une copie d'idées. C'est le cas pour la revue des contrats de recherche. Si vous vous intéressez à la question, vous cherchez dans Nature, il y a quand même pas mal d'articles qui sont publiés là-dessus depuis grosso modo une dizaine d'années. Évidemment, ce sont principalement des enquêtes américaines, mais dans lesquelles effectivement il y a des choses qui sont un peu stupéfiantes et dans lesquelles ils ont essayé de mettre en relation effectivement la fraude scientifique avec le besoin d'obtenir des financements. Ils ne sont pas arrivés à des choses probantes, mais il y a quelques chiffres ou quelques publications, si vous voulez, je vous donnerai les références tout à l'heure. Par exemple, Nature 2010, Cooker, parmi les chercheurs, 2600 chercheurs du NIH interrogés, on leur demande s'ils ont eu des pratiques douteuses ou des pratiques contestables dans leur recherche, 85% des chercheurs disent oui. Voilà. Et parfois des grosses pratiques. Des grosses pratiques. 33% de 8000 chercheurs interrogés reconnaissent avoir manqué d'intégrité au cours de leur carrière. 28% des jeunes chercheurs ont fraudé, 38% des chercheurs expérimentés. Donc ça a l'air d'augmenter avec l'âge. Donc ce n'est pas une question d'ignorance ni de manque de maturité. Donc ils cherchent effectivement à avoir un certain nombre de choses. Donc en fait c'est surtout le mauvais comportement des chercheurs. Alors il y a des revues qui se sont vraiment aussi spécialisées là-dedans, qui font la traque à la fraude. Et alors on y lit des tas d'horreurs. Et parfois dans les horreurs on trouve effectivement des résultats d'enquête. Mais ce n'est pas clair. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce n'est pas vis-à-vis de l'obtention du financement, mais uniquement vers l'obtention d'une position, c'est-à-dire d'un contrat personnel qu'il y ait davantage de soucis, puisqu'il faut être le plus gros publieur, avoir le meilleur facteur d'impact, le plus grand nombre de publications, etc., pour avoir une chance, évidemment, d'avoir un contrat à durée indéterminée dans la recherche. Et ça a l'air d'être aujourd'hui, si vous voulez, le créneau qui est le pire, en tout cas du côté européen. C'est un des problèmes. Peut-être une autre réflexion en complément. Ce que nous partageons, bien sûr, c'est une conception valorisée de l'activité scientifique. Peut-être pourrait-on dire une conception idéale de la science, recherche de la vérité, conception créative du travail, conception collaborative, conception égalitaire aussi, interactive. Bon, la réalité n'est pas toujours exactement celle-là, pour les raisons que nous avons évoquées, recherche de financement, intrication d'intérêts divers. Et il est utile de prendre en compte la réalité telle qu'elle est, et bien, non pas dans un but masochiste ou de critique systématique, mais pour s'améliorer. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est important de considérer que le monde scientifique, comme d'autres univers sociaux, est traversé par des conflits. Et que c'est important. On l'a vu ce matin à propos d'un autre exemple sur l'histoire. C'est important de ne pas sous-estimer ces conflits, de les prendre en compte, et puis aussi de mettre en place des dispositifs pour les instruire, pour les traiter, et éventuellement pour les rendre créatifs. C'est un sociologue qui s'appelait Zimmel qui croyait aux vertus socialisatrices du conflit. Donc prendre les conflits à bras-le-corps, les mettre à plat, les exprimer là où on ne les voit pas. Je pense que dans la dynamique de la science, c'est
quelque chose de tout à fait important. Il y a de nombreuses années, il y avait beaucoup moins d'auteurs sur les papiers. Il y avait des publications scientifiques avec un seul auteur, 2, 3. Depuis quelques années, il y a des publications avec des centaines dans Nature. Dès qu'on touche à la génétique, il peut y avoir plusieurs centaines d'auteurs. Mais disons qu'un papier maintenant ordinaire dans un journal honorable mais sans plus peut facilement avoir une dizaine d'auteurs. Et là, ça pose vraiment la question. C'est-à-dire que quand il y a un résultat qui est frauduleux, même petitement, il est quand même quelque part entériné par chacun des 10 auteurs qui sont a priori, parce qu'ils l'ont même signé, il y a une petite phrase dans leur soumission dans certains journaux, dont même certains ont même déposé leur signature, comme quoi ils ont bien relu l'article et qu'ils l'endossaient. Ça pose problème. Alors, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de doctorants dans la salle. Et évidemment, il y a des fois, on ne vous demande pas votre avis, je le sais. Et des fois, on ne demande pas l'avis des seniors non plus. Ils se retrouvent avec leur nom parce que leur nom est porteur. C'est un carrière qui permet de faire passer des papiers dans des plus grands journaux parce qu'ils sont identifiés par les relecteurs, etc. Ils disent si ça vient de chez un tel, ça doit être bon. C'est un vrai problème quand même de responsabilité collective et donc vraiment je vous incite à de temps en temps poser des actes forts, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, vous dites je signe pas. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de dire à quelqu'un avec qui voulait que je co-signe avec lui en disant hors de question que je signe ça, j'ai un doute. J'ai un doute, non pas sur l'honnêteté mais sur la réalisation. Le papier n'est pas parti, et puis quelques temps après, j'ai vu revenir une V2 qui était quand même plus, plus conforme à l'attendu. Donc, alors évidemment, moi je peux me permettre de faire ce genre de choses, et puis je peux me permettre même de ne pas avoir un papier de plus, hein, c'est pas ça qui changera ma carrière. Vous ne pouvez pas vous le permettre en tant que jeune parce que votre emploi peut en dépendre. Et je comprends que ce soit une pression monstrueuse. Mais il ne faut pas non plus risquer sa réputation. Ça peut être vite détruit, c'est lentement reconstruit. Donc je pense qu'il faut savoir vraiment discuter de ce genre de choses avec ses mentors. C'est vraiment important de dire non, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on publie ça parce que sincèrement, j'ai un doute sur la façon dont on a généré les résultats. Il faut qu'on recommence. Je crois que vraiment, c'est rendre service à la science de savoir résister. Pardonnez mon discours un peu moralisateur, mais je pense que c'est bien de l'entendre quand même. Je voudrais revenir sur cette notion d'une science idéale et d'un chercheur idéal vers lequel on devrait tendre. Il y a eu des travaux récemment de sociologues des sciences aux États-Unis, notamment, je pense à Melissa Anderson, qui a publié un papier en 2012, si je me souviens bien, et elle faisait partie de l'enquête qui a fait un petit peu l'effet d'un pavé dans la mare, qui a été publiée en 2005 dans Nature, qui s'appelle Scientists Behaving Badly, où effectivement les résultats de l'enquête montraient que, toutes catégories confondues, toutes disciplines confondues, dans les chercheurs américains, il y avait des pratiques douteuses, hein, donc cette espèce de zone grise, sur à peu près 30% de la population. Et donc, voilà. Donc, c'est une enquête factuelle qui a vraiment, je pense, joué un grand rôle dans la prise de conscience des problèmes qui se posent dans les pratiques des métiers de la recherche. Bon, et toujours est-il qu'Anderson revient sur ce portrait idéal de la science et du scientifique qu'on peut faire remonter quelque part à Merton, hein, lorsqu'il a un peu essayé de caractériser les fonctions normatives. Hein. Il dit que la science est une structure normative, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que les chercheurs soient des êtres supérieurs aux autres en tant que tels, mais de fait, pour être chercheurs, ils sont obligés d'adhérer à des normes qui sont celles de la communauté scientifique et qui supposent un désintéressement, qui supposent une culture de la mise en commun du savoir, etc. Et j'ai été assez intéressée par le fait que il y avait cet idéal qui était noble et qui correspond, je pense, tous à un moment ou à un autre, quelque chose qui a fait sens par rapport à nos choix de carrière, en même temps était contre-productif, parce qu'à force d'être si idéal, d'abord il est inatteignable, et ensuite il y avait une certaine hypocrisie
sur le fait de vendre ce portrait à la société et même aux jeunes chercheurs. Et elle disait, il faut faire attention parce que il faut aussi accepter ce que vous disiez, c'est que la science, c'est une communauté humaine parmi d'autres, et elle doit aussi accepter que ces effets de communauté. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux justement en sociologie des sciences qui ont essayé de montrer comment se jouaient les paradigmes scientifiques, les choix de projets, etc. Voilà, donc je suis mal à l'aise à travers cette question de l'idéal. C'est bien d'avoir des idéaux et en même temps c'est dangereux parfois d'avoir des idéaux. Je pense qu'on a un moment où c'est important d'avoir ces éléments d'enquête sociologique des métiers de la recherche. Et c'est vrai que ça c'est une tendance très forte des dernières années de la sociologie des sciences, avec le risque peut-être d'un relativisme qui pose aussi d'autres problèmes. Mais en même temps, je pense que finalement on a mis très longtemps... Les sociologues, finalement, ont mis assez longtemps à revenir sur cette sociologie des scientifiques et d'eux-mêmes. Il y a un petit exemple que j'aime bien, qui est une anecdote, mais Pasteur, dont on ne met pas en cause, je tiens le côté absolument extraordinaire. Il a quand même fait... Il a raté 2-3 trucs. Par exemple, il nous a fait... le fait d'avoir été un farouche patriote dans la guerre, après la guerre de 1870, et d'avoir été très farouchement anti-allemand, lui a fait sous-estimer totalement les travaux qui se faisaient en Allemagne sur l'autre versant de l'immunité, celle qui était liée aux éléments solubles dans le plasma, alors que lui, il était plus sur les éléments cellulaires. Et on a pris 20 ans de retard, quand même, quelque part, comme ça, alors que tous les deux ensemble, ça aurait très bien fonctionné. Ce qui veut dire que même les surhommes comme ça, on voit des gens qu'on croit être des surhommes, ils se sont aussi plantés. Donc ça nous ramène à notre humanité de chercheurs. Et voilà, même les bons ont des instants de faillite. C'est assez amusant d'imaginer, de réaliser que le citoyen que nous sommes a un présupposé qui amène ensuite des déceptions, qui est le fait que le savant, je veux dire le savant plutôt que le scientifique, ça fait encore mieux, est au-dessus de tout et non seulement intouchable, mais en plus ne peut pas avoir de reproches tellement il est bien. Ça amène des déceptions, c'est un peu ce qu'on vit aussi avec les politiques, hein, c'est la même chose. On a un présupposé comme quoi qu'il ne serait pas pareil que tout le monde. Tout le monde se comporte de la même façon. Tout à l'heure dans la discussion, on a opposé qualité et intégrité. En pratique, pour les plus jeunes de l'auditoire, il faut bien retenir qu'un des très bons outils de prévention des problèmes d'intégrité et d'instruction des problèmes d'intégrité, c'est la démarche qualité. C'est la traçabilité et le respect d'un certain nombre de normes qui permettent de prévenir des problèmes d'intégrité et de détecter ces problèmes s'ils surviennent. C'est important, c'est quelque chose de très utile. On va revenir un peu sur la perspective éthique et intégrité. Et en même temps, on est un peu dans une course à la complication, dans l'urgence, il faut faire tout rapidement. Et est-ce qu'une démarche éthique, on ne veut pas revenir aussi sur des aspects temporels, de reprendre un peu le temps de la recherche, d'approfondir. Là, j'ai l'impression aussi qu'on est dans une espèce de course effrénée. Et effectivement, finalement, est-ce que c'est vraiment faire aussi de la bonne recherche? Pour aller dans votre sens, monsieur, il y a quelque chose qui est décrit au cours des dernières années qui est absolument terrifiant, c'est l'irreproductibilité de beaucoup d'articles scientifiques et de 100% des publications dans le domaine du cancer. C'est quelque chose d'absolument terrifiant d'imaginer que, pour des raisons diverses et variées, c'est pas des problèmes d'intégrité du tout, là, c'est pas le fait, enfin, c'est pas a priori des problèmes d'intégrité, c'est pas le fait que les chercheurs ont bricolé des résultats et qu'on peut pas les reproduire, c'est que ils n'ont pas été répétés plusieurs fois, ils n'ont pas été répétés à plusieurs endroits, et pour aller dans votre sens, le chercheur, encore plus le chercheur en formation, avait un élément de pression du temps, de telle façon qu'il fallait boucler de quoi faire un article, et donc on a pris ce qu'on avait, il y avait eu une manip, et roule ma poule, je mets une manip, et à la fin, personne ne peut reproduire. Ça, c'est une observation qui est assez récente, qui est très inquiétante.
Mais après, effectivement, la question de savoir si ce régime accéléré de production des connaissanses se traduit par une moins bonne science, c'est très, très difficile méthodologiquement d'imaginer comment répondre à cette question. Il faudrait des groupes de contrôle, laisser pendant 20 ans la moitié de la communauté scientifique aller lentement, sans publier, et puis pendant 20 ans, on laisse l'autre moitié courir comme une souris dans un... Enfin, mais en fait, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Je ne crois pas que le ministère séparerait moitié CNRS, il ne publie plus, on ne le fera jamais. Donc je ne vois pas très bien méthodologiquement comment on pourrait même concevoir répondre à cette question. Et puis la question d'une bonne science, justement, derrière ça, il y a des enjeux normatifs importants. C'est-à-dire qu'une bonne science, c'est quoi? C'est produire davantage de connaissances bien assurées, c'est produire des connaissances peut-être moins assurées, mais plus rapidement utiles. Il faut déjà se mettre d'accord en amont sur ce qu'est cette bonne science. Et je pense qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Oui, tout à fait. Oui, mais il n'y a pas consensus, parce qu'on peut juger, c'est pas grave, on n'est pas bien sûr, mais ça produit des effets pratiques plus rapidement, et si c'est ça que l'on veut avant tout, à ce moment-là, on peut dire que c'est pas de problème, c'est de la bonne science. Vous voyez, il y a un débat en amont sur nos attentes normatives en matière de bonne science, et ça évolue historiquement, et on peut imaginer que ça continue d'évoluer. Je voudrais juste préciser un point, par exemple, si on lit les projets de recherche du type PCRD, donc qui est le projet européen, il est fait mention des responsabilités que les chercheurs ont par rapport aux générations futures. Et c'est quelque chose qui a été assez controversé en disant que finalement c'était une perte de chance pour la recherche européenne sur les nanotechnologies, parce qu'elle était donc soumise à un principe de précaution qui allait retarder la recherche, et que par rapport à d'autres pays, en l'occurrence essentiellement les États-Unis, où il n'y a pas ce principe de précaution, ils allaient aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus performants. On peut se poser la question effectivement de savoir là quel est vraiment le critère. C'est quoi être une bonne science? Est-ce que c'est de breveter plus vite que son voisin, ou est-ce que c'est faire des choses qui auront peut-être des impacts environnementaux moins dramatiques? Alors, il y avait Emmanuel Rial-Sebag qui nous avait promis de nous parler des moratoires. Je pense que ça serait intéressant éventuellement voilà, cette idée de moratoire qui revient de façon récurrente. Il faudrait arrêter, faire le point, réfléchir. Voilà, est-ce que c'est pas aussi des espèces d'utopies qui sont en fait contre-productives, hein, parce que voilà, on n'arrête pas et on n'arrête pas le temps non plus. Donc je pense qu'il faut quand même être dans une approche réaliste où effectivement on ne peut pas tout avoir en même temps, et où le débat c'est sur le bon. Enfin, une bonne science, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement pas une science qui reste à un état donné, c'est une science qui avance et donc qui est aussi en instabilité permanente. Oui, moi j'avais une question pour rebondir sur un propos d'Olivier Garot sur la question des évaluations d'articles par les revues. Alors, est-ce que d'une part l'anonymat aussi bien des évaluateurs que des évalués est la règle partout, dans toutes les disciplines, et est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers de cet anonymat, au sens où ce qui autrefois pouvait apparaître comme des grandes controverses scientifiques ou des grands débats historiographiques se passe maintenant en back-office, en fait, à l'intérieur des revues et pas forcément sur la place publique? Alors, dans nos disciplines, dans les disciplines médicales et scientifiques que je connais mieux, dans lesquelles je suis éditeur, il y en a quelques-unes qui ont l'anonymat, mais en fait, on tend même à le supprimer parce que d'abord, l'anonymat ne reste jamais très longtemps, dans la mesure où il suffit de la troisième ligne de dire « nous avons déjà démontré » et hop, référence 3, et on va à la référence 3 et on sait qui est le nous. Donc, c'est un leurre complet et ça n'apporte rien. Je pense qu'il vaut mieux choisir correctement son éditeur ou l'éditeur associé et les relecteurs. Mais ça, c'est la responsabilité du journal et de l'éditeur du journal que choisir des relecteurs. Éviter de prendre ceux proposés par l'auteur, etc. Bon, enfin, il y a des règles qui sont bien connues, qui nécessitent une certaine gymnastique, mais qu'on apprend. En revanche, il y a des initiatives très intéressantes actuellement, qui sont le dévoilement de l'éditeur qui a pris en charge le papier, et des lecteurs et des reviewers. Il y a la série Frontiers, je ne sais pas si en médecine en particulier, qui fait ça. Et moi, je trouve ça vraiment bien, parce que ça engage la responsabilité du reviewer. Il a le droit, alors, il y a plusieurs revues qui font ça. Il y a e-Biomedicine aussi, je crois, il y en a quelques-unes, Oncotarget, je crois aussi, enfin quelques revues comme ça. Ça engage la responsabilité du lecteur.
Donc c'est pas mal. Et puis il y a certaines revues qui publient aussi actuellement les critiques. Et ça c'est nouveau et c'est très intéressant. Et ça engage à faire une critique ferme parfois, mais au moins qui est le moins possible subjective. C'est difficile, mais le moins possible subjective. Donc je pense qu'il y a des progrès qui sont en train de se passer en termes de publication. Et je me méfie de cet anonymat qui est une pseudo, je pense, garantie, qui n'en est pas une. Et si on s'imagine que ça va garantir l'auteur qui sera évalué plus favorablement comme ça, c'est vraiment une erreur, je pense. Oui, je voulais faire état d'une expérience convergente dans un autre domaine, celui des sciences humaines et sociales, où récemment, j'étais évaluateur d'un article, et là, le journal, mon évaluation, disons, était nuancée, et le journal m'a laissé le choix entre préserver le fonctionnement traditionnel de l'anonymat, mais derrière lequel beaucoup d'évaluateurs se retranchent pour se permettre aussi, parfois, des critiques exagérées, enfin bon, ex cathedra. Et donc me laisser le choix entre cela et puis eh bien, rompre l'anonymat et engager une relation directe et constructive avec l'auteur de l'article. Alors évidemment, on retrouve le problème que la deuxième hypothèse prend beaucoup plus de temps que la première, et que s'engager dans cette dynamique d'interaction, c'est chronophage par rapport à la solution qui consiste à faire un papier et puis on est débarrassé du problème. C'est chronophage, mais en termes de formation, en termes de dynamique d'évolution de la science, c'est sans doute beaucoup plus enrichissant. Alors, je crois de manière un peu générale, si je peux me permettre encore un mot, l'intérêt de l'éthique, c'est de nous poser des questions sur un certain nombre de sujets par rapport auxquels on pensait avoir des réponses. Et je crois que c'est bien qu'on s'aperçoive que ces réponses ne sont pas définitives, qu'elles demandent à être retravaillées. Dans la dimension européenne, il y a des choses qui sont intéressantes aussi à ce sujet-là. C'est de considérer que, notamment dans la charte, que les chercheurs doivent pouvoir développer leur carrière. Et développer sa carrière, c'est bien entendu avec les questions d'éthique et d'intégrité, mais c'est aussi en recevant effectivement du feedback de ce qu'on a fait, ce qu'on a produit, ce à quoi on a candidaté. Et là, on peut aller très très loin. Et dans mon institution, on en est au point aujourd'hui que quand un candidat quand quelqu'un candidate pour un poste qui est de postdoc, je veux dire pour 2-3 ans, ou un contrat doctoral, et qu'il demande, ou on demande des lettres de recommandation, le candidat introduit la lettre de recommandation en même temps que son dossier. Parce que c'est facile de démolir les gens par derrière, en disant tout compte fait, pas si bon étudiant que ça, mais on n'a jamais osé le lui dire en face non plus. Donc si vous voyez les choses dans une dynamique de développement de carrière, notamment avec les jeunes, il est absolument indispensable de ne pas pratiquer de la langue de bois et ne pas dire évidemment ce qu'on a à dire uniquement vers des personnes autorisées sans jamais mettre la personne au courant. Et on voit que quand on travaille là-dedans, enfin moi je suis du côté administratif, donc c'est nous qui lançons les évaluations, c'est nous qui recevons les dossiers, etc. On voit qu'il y a, mais vraiment du côté anglo-saxon en particulier, vraiment un barrage de ça. Un anglo-saxon refuse systématiquement de porter à la connaissance du candidat la lettre qu'il va faire, qu'il va appuyer ou ne pas appuyer sa candidature. Alors qu'au niveau européen, je n'ai jamais eu de problème. Mais j'ai toujours eu le problème dans toutes les candidatures, à un point tel que certaines personnes n'ont pas pu candidater. Et moi je trouve que quelque part, quand on a un jeune qui sort des études, qui postule à une bourse doctorale et qu'il introduit une demande en disant on va demander au promoteur ce qu'il en pense, si la personne qui va le superviser n'a pas eu le courage de lui dire non, je ne te veux pas, il le fait par derrière et ce n'est pas correct. Et je pense que là, il y a aussi une question de déontologie, on peut lutter là contre. Et ça vient un petit peu, c'est sur un peu un autre sujet que celui de la publication, mais aussi quel est l'esprit? Est-ce que l'esprit est de développer la science, développer la carrière, ou bien est-ce que l'esprit est effectivement de parfois noyer des conflits d'intérêts, de ne pas dire ce qui n'est pas dit, et de ne jamais oser l'afficher en face? Et je pense qu'on ne peut pas créer de la science ouverte si on est
dans un anonymat de type là. Parce qu'alors le feedback lui-même il devient insipide, etc. Et puis tout le monde ne comprend pas. On dit que mon dossier est excellent et on ne le finance pas, on dit que, et puis finalement on se rend compte que par derrière, enfin moi je le vois, hein, le professeur a présenté 3 candidats, mais il a envoyé par ailleurs la lettre en disant voilà mon classement 1, 2, 3. Mais il n'a jamais dit à ces candidats, il n'a pas dit aux 2 et aux 3 qu'il ne le soutiendrait pas. Et ce genre de choses-là, moi je trouve que c'est inadmissible. Et on est confronté à ça. Donc la meilleure solution, c'est la transparence dans l'évaluation et que les gens prennent leurs responsabilités quand ils font les révisions. Dans les sciences, je ne crois pas que ça fonctionne pour les SHS, mais il y a des sites comme PubPeer où les papiers scientifiques en fait, sont discutés par les pairs. Donc c'est des initiatives qui ont été mises en place depuis les années 2010 ou 12, je ne me souviens plus. Voilà, l'idée c'est avant de le soumettre à publication, de le faire discuter par la communauté scientifique. Je trouve que c'est un procédé qui est extrêmement constructif. Et effectivement, je ne crois pas qu'en sciences humaines ce soit le cas. On peut peut-être passer à la question des moratoires, donc sur les temporalités de la recherche. Alors, je vais faire vraiment compléter ce que vous venez de dire, hein, puisque c'est aussi mon opinion, hein, c'est-à-dire la temporalité d'un moratoire. Alors d'abord, déjà, le terme de moratoire peut être considéré comme un propre dans certaines situations. Sur le plan purement juridique, je ne rentrerai pas dans les détails, il faut le prendre dans son sens latin du terme, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Et ça a déjà été mis en place dans d'autres environnements, pour d'autres types de développement d'autres technologies. C'est cette idée donc qu'on regarde et qu'on procède étape par étape. Sauf que par exemple, nous, pourquoi on a dit qu'en France le terme de moratoire était un propre concernant spécifiquement CRISPR-Cas9, c'est parce qu'en France la technique est interdite. Donc, alors, pas sur le plan somatique, hein, puisque là il n'y a pas de souci, c'est une thérapie génique. Mais en France, on a des dispositions des lois combinées des lois de bioéthique et du code civil qui ne permettent pas aujourd'hui, en tout cas, de modifier l'embryon dans le sens de ce qu'on voudrait faire. Ou en tout cas, les dispositions ne sont pas claires. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'un moratoire, on est dans le cadre d'une pratique qui est aujourd'hui interdite. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où on peut effectivement parler de moratoire. Donc ça, c'était déjà sur la terminologie employée. Et puis ensuite, sur la technique même du moratoire, moi j'ai quelques réserves parce que il est jamais arrivé finalement que quand on s'est fixé un objectif et que cet objectif on a décidé de l'atteindre en 3 ou 4 étapes, ça c'est jamais produit qu'on ait arrêté le processus. Au final, on est toujours allé au bout et on a toujours atteint l'objectif d'une manière ou d'une autre. Et donc dans cette temporalité du développement vers un objectif, alors là on a du mal par rapport à cette technique à définir exactement quel pourrait être cet objectif. La temporalité elle peut être très différente d'un État à un autre, d'un pays à l'autre, notamment en raison aussi de ces embûches juridiques qui permettent dans certains pays à la recherche d'aller très vite, et donc de pas du tout dans le moratoire, et puis finalement de dire au moratoire, on est vite, et puis à contrario, pour les autres, d'être obligés de respecter cette temporalité. Donc, je trouve que le terme ne me convient pas et la technique ne me convient pas. Tant que j'ai le micro, je me suis absentée, donc je ne sais pas si vous en avez parlé. Donc si c'est le cas, désolée de poser la question, mais est-ce que vous avez parlé de la recommandation de l'UNESCO sur le métier de chercheur? Non. Alors je me permets juste de vous donner cette petite information qui peut aussi être utile pour les étudiants. L'UNESCO, donc, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a vraiment depuis longtemps en fait produit énormément d'activités dans le domaine de l'accompagnement scientifique, du développement de la connaissance, du développement de l'accès à cette connaissance, notamment dans le cas des pays du Sud, et a adopté en 1979 une recommandation donc, sur la condition du métier de chercheur. Et donc bien sûr, vous imaginez bien, cette recommandation devient un peu obsolète. Et donc l'UNESCO a décidé depuis l'année dernière d'engager un processus de révision de cette recommandation. Et ça sera intéressant de le suivre à terme parce que ça rentrera dans le panorama en fait, des actes qui ont été présentés tout à l'heure au niveau européen, bien sûr avec une force obligatoire bien en deçà, et qui va prendre en compte probablement les nouveaux problèmes, les nouvelles questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours.
dans lequel aussi on s'est posé la question de savoir s'il ne faudrait pas appuyer le développement de comités d'éthique des sciences, qui sont bien différents des comités d'éthique tels que celui de l'INSERM ou des comités d'évaluation, de recherche biomédicale, ce genre de choses, donc qui sont des comités très proches de l'humain. Donc là, on se posait des questions à l'échelle un peu plus macro. Donc voilà, c'était une information, je pense, intéressante pour les étudiants. Alors peut-être qu'avec l'UNESCO, on peut aborder les questions culturelles et la diversité aujourd'hui de la recherche dans un monde globalisé. Donc tout à l'heure, Olivier, voilà, il y avait la question d'un chercheur français, enfin en tout cas européen, qui fait de la recherche dans les pays du Sud. Il y a un certain nombre disons, de décalages liés au fait qu'on travaille dans un monde voilà, avec des réglementations et des cultures différentes. Alors, Pascal devait intervenir sur ce point-là. On a abordé un peu les différences de culture au sein de l'Europe, même entre des approches plus anglo-saxonnes et des approches latines. Est-ce que vous avez des éléments à donner? Moi, enfin, là, c'est plus une espèce d'intuition, mais c'est vrai qu'on constate que voilà, quand on va dans des congrès internationaux, qu'on parle d'éthique et d'intégrité scientifique, on a beau tous utiliser les mêmes mots anglais, il n'est pas complètement sûr qu'on parle exactement de la même chose. Et ça, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, de l'autre point, c'est effectivement par exemple, quand on enseigne dans des masters internationaux, c'est vrai qu'on est frappé de la différence d'approche. Je pense à des étudiants asiatiques, indiens, chinois, etc. Et ils n'ont pas du tout la même approche que des étudiants européens. Je peux vous faire part d'une expérience. Alors, moi, j'enseigne dans un master européen, donc c'est en médecine, hein, avec l'utilisation des produits d'origine humaine. Et c'est vrai que il y a des différences très, très importantes. Au Japon, par exemple, il n'y a pas d'organes à cœur battant, quoi. Il peut y avoir c'est pour ça qu'il y a une pénurie de greffes et très très peu de greffes d'organes au Japon, parce qu'on ne peut pas prendre un organe sur cœur battant. Il faut que on peut prendre un organe que sur enfin, quand j'ai organe sur cœur battant, c'est du jargon, sur une personne qui n'est pas cérébralement morte. Au Japon, il faut être cérébralement mort pour pouvoir donner un organe. En Europe, non, on peut avoir une activité cérébrale, mais être cardiaquement mort, en fait. Donc, ceci explique un certain nombre de choses. Ça a l'air de rien, mais ça conditionne la vie de plein de gens. Quand on enseigne l'usage des produits d'origine humaine dans des cultures anglo-saxonnes ou dans des cultures latines, on n'a pas du tout le même abord. Alors c'est un vrai problème pour les enseignants d'ailleurs, parce que quand on aborde ce type de sujet, il faut se garder de dire il faut ou il ne faut pas, parce que ça peut être la vérité dans notre pays et une erreur même dans le pays hôte. Par exemple, moi j'enseigne à Amsterdam, et c'est vrai que les Néerlandais ont des éthiques pragmatiques qui sont très différentes de notre éthique un petit peu plus philosophique quand même. Donc c'est un vrai sujet, ça, et comme l'a rappelé Sarah, ça devient un sujet très prégnant quand on fait de la recherche, et c'est pareil en anthropologie, c'est certainement pareil en histoire, c'est pareil en archéologie, quand on fait de la recherche dans des pays qui n'ont pas la même culture, pour lesquels on passe par des biais d'interprètes, souvent d'une langue officielle vers une langue vernaculaire. Tout ça pose des vrais sujets, je pense, qui sont trop peu abordés. Et très souvent, on est un peu sûr de notre bon droit, en fait. Hein. On a une espèce de certitude de vérité, conforté par ce côté un petit peu français aussi. On a été éduqué au fait que c'était tout meilleur en France qu'ailleurs. C'est vrai, on voit ça, on a je sais pas, en France, on utilise souvent le modèle français, par exemple. Hein. On dit tel la greffe, le modèle français, la transfusion, le modèle français. C'est aller un peu vite en besogne. Les autres sont pas mal non plus, quand même. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Hier, votre collègue de Toulouse
a montré que dans des formations doctorales, sur des cas d'études, et notamment la discussion des dilemmes éthiques, a beaucoup d'importance. On travaille aussi comme ça, et je sais que ça se passe dans pas mal d'universités européennes, dans lesquelles on soumet des études de cas, des petits groupes de doctorants. Il faut savoir que, je ne sais pas, dans vos universités, chez nous, à peu près 30% des doctorants viennent de l'étranger, ou en tout cas viennent ou ont une nationalité étrangère, même s'ils ont fait leurs études chez nous, donc ils peuvent être de cultures quand même complètement différentes. Il y a déjà chez nous une fameuse différence de culture entre le flamand et le wallon, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne s'entend pas toujours très bien. Et c'est vraiment important, et c'est vraiment très intéressant de participer à ces analyses de cas, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont des attitudes complètement différentes, mais qui peuvent en discuter. Et on en sort en disant il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que chacun reste un petit peu sur ses positions, mais ça se discute. Et je pense que c'est ça qui est important, et c'est ça qui est important aussi à susciter au sein des unités de recherche. On ne doit pas attendre que l'institution organise des formations à destination des doctorants avec des cas fictifs pour en mettre de différentes disciplines ou bien de différentes cultures, pour aborder les questions effectivement qu'on pourrait poser au sein des unités de recherche. Donc on essaie d'encourager de notre côté non seulement les doctorants à participer à ces sessions, je veux dire, c'est même pas de formation, c'est presque des séminaires d'apprentissage mutuel, parce qu'on est à l'écoute des autres et on se rend compte que certains font valoir des arguments, et puis on voit aussi l'attitude et on peut débriefer, évidemment c'est le rôle des formateurs de débriefer les attitudes. Il y en a qui abandonnent, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu facilement, hein, effectivement. Quand il y a quelqu'un d'assertif qui dit « Ah non, ça ne doit pas être comme ça doit être autrement », et d'ailleurs, pense-y, hein, tu aurais eu un article dans Nature, etc. Et même si tu n'as rien fait, bah, tu te tais, c'est quand même dans Nature, c'est quand même important d'eux. Et puis, il dit, oui, mais moi, je n'ai pas contribué. Et alors, bah, c'est l'attitude, effectivement, qui peut, je veux dire, en force, qui ne respecte pas les gens, etc. Donc, je pense que ça apprend beaucoup sur sa nature à soi, sur la manière dont on réagit, mais sur la manière dont on peut percevoir les choses de manière différente. Et on encourage les unités de recherche à faire ça, évidemment. Alors, c'est difficile quand on est dans une unité de recherche où il y a 2 personnes, où il y a 3 personnes. Par contre, rien n'empêche de le faire dans des structures qui sont un peu plus larges. C'est-à-dire que dans certaines disciplines, je pense qu'on est quand même tout doucement dans des structures dans lesquelles les unités de formation et de recherche sont quand même plus larges que ce qu'elles étaient avant. Ce n'est pas un prof avec son doctorant, mais c'est au contraire une série de gens qui peuvent apporter des points de vue complémentaires. Et je veux dire, parler et même amener ses propres questions au sein de formation, et ça peut être aussi peut-être un des rôles de personnes qui sont des personnes de référence ou des personnes de contact, c'est d'accepter effectivement de mettre plusieurs personnes autour de la table quand une question se pose pour pouvoir avoir des visions différentes. Très important évidemment, par exemple pour les scientifiques, d'avoir de l'intérêt pour les sciences humaines. Et on disait encore hier aussi, finalement quand on discute de ces questions-là, on a beau dire ah oui, moi je suis en sciences humaines, ce n'est pas la même chose que vous en sciences de la santé, on se rend compte que sur ces questions-là, grosso modo, l'éthique c'est une question qui est à un autre niveau. Elle est peut-être moins disciplinaire que ce qu'on imagine, et on a surtout beaucoup d'apports des regards croisés. Quand on aborde le problème des aspects multiculturels dans la recherche, il y a un aspect qui est difficile à maîtriser, c'est la place de l'autorité et le vécu de l'autorité qui varie beaucoup selon les fonds culturels. Mais surtout, il y a un problème pratique qui est la manipulation de la langue. Tout le monde n'a pas l'aisance dans une langue étrangère, et quand on travaille dans une langue étrangère, d'ailleurs probablement le sommet, c'est les grands laboratoires qui travaillent tous en anglais, dans lesquels il n'y a personne qui parle anglais. Enfin, tout le monde parle anglais, mais personne ne maîtrise la langue anglaise. Mais si on reste des gens qui travaillent dans un laboratoire américain ou anglais, ou dans un laboratoire français qui ne maîtrisent pas la langue, c'est simple, hein, ça marche bien pour les mots techniques. Bon, faut quoi, 15 jours, 3 semaines pour le nom des appareils, pour le nom des expériences. Et alors tout le reste, où est-ce qu'on mange et des choses comme ça, il faut un peu plus longtemps. La socialisation, il faut longtemps. Et à la simple idée d'une discussion d'ordre éthique sur les projets de recherche en langue anglaise au bout de 3 semaines de présence dans un laboratoire qu'on ne connaît pas, je ne vois pas très bien comment ça se passe. Hein. Et non seulement comment ça se passe, mais même une fois que c'est initié, comment le chercheur qui n'a pas la manipulation aisée de la langue et des concepts
peut intervenir et se faire entendre. C'est pas simple, hein, ça, ce genre de choses. Alors c'est l'essentiel de notre vie de la recherche actuellement. Et je voudrais juste faire part d'un article qui a été publié il y a quelques temps dans le journal européen de bioéthique sur la définition des nanotechnologies. Juste pour montrer que c'est pas juste, que le problème de la culture ne se pose pas juste quand on commence à réfléchir à l'éthique, etc., mais touche au cœur même de la science. La question, c'est de savoir, lorsque les différentes équipes faisant des nanotechnologies en Europe parlent de nanotechnologie, est-ce qu'elles parlent de la même chose et est-ce qu'elles sont capables de se mettre d'accord sur une définition commune? Et en fait, il est apparu qu'il y avait 3 grands groupes de définition. Il y a une approche qui se fait vraiment par la mesure en nanomètres des objets qui sont manipulés, une approche qui se fait de façon plus à partir des objectifs de la recherche et donc de la fonction innovante des nano-objets, et puis une 3e approche qui se faisait un petit peu par autonomination en fait des gens qui déclaraient travailler dans les nanotechnologies mais sans autre justification que, disons, communautaire. Je trouve que c'est intéressant de comprendre que en fait la désignation des objets embarque des approches qui sont en fait différentes, hein, des approches disons très pragmatiques, des approches plus sociales, des approches plus en termes d'objectifs de société, et ça montre bien que alors qu'on est dans une science très internationalisée, avec des chercheurs effectivement qui circulent à travers le monde, ces ancrages culturels restent significatifs et effectivement englobent à la fois des questions épistémologiques et éthiques. Voilà, donc l'idée de cette table ronde, c'était un petit peu de faire le point sur à la fois ces évolutions, ces clarifications, cet effort de standardisation quelque part de la recherche et en même temps les disparités qui se vivent au niveau européen, au niveau national et au niveau international.